Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un agréable dimanche. Bienvenue en notre compagnie pour votre magazine politique Dimanche en politique aujourd'hui, qui va s'intéresser à l'avenir de la candidate officielle pour l'élection présidentielle Marine Le Pen, mais également l'avenir de sa formation politique. Et pour cela, nous accueillons le secrétaire général du Front National, Monsieur Nicolas B. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi député européen et président du groupe du Front National au Conseil régional de Normandie. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Où est Marine Le Pen ? Alors, c'est vrai qu'elle est un peu en campagne, mais pas trop, on ne le voit pas tellement finalement. Elle est en campagne. La différence, c'est que la droite et la gauche sont divisées, engluées un peu dans leurs querelles, avec leurs primaires qui se sont déroulées ou se déroulent. Nous n'avions pas cette difficulté-là. Nous sommes unis derrière la candidate. La candidate, elle est au travail. Elle ne s'agite pas, elle agit. Elle est auprès des Français pendant qu'ils se regardent le nombril, la droite et la gauche. Elle était, par exemple, auprès de nos compatriotes en Outre-mer, parce que parler à tous les Français, c'est aussi d'ailleurs parler à ceux qui sont installés à des milliers de kilomètres de la métropole. Et puis, elle est maintenant en campagne très active. Elle a été en Normandie il y a quelques jours, début janvier. Elle va partout en France rencontrer les Français, présenter son projet et présenter sa vision pour notre pays, parce que l'enjeu de la présidentielle, c'est pas seulement une question de gestion, comme pouvaient l'être par exemple les élections locales de 2015, c'est un enjeu de civilisation, c'est l'avenir de la France qui est en jeu, c'est l'existence du peuple français comme peuple libre qui va se jouer en 2017. Alors, puisque vous en parlez, justement, on va revoir quelques images. Ce à quoi vous faites allusion, c'est la venue de Mme Le Pen à Écouis, dans l'Eure. C'était le 6 janvier dernier. Elle a visité un centre postal qui a d'autres activités, ce qui permet d'ailleurs en milieu rural de permettre un lien social et puis aux habitants, tout simplement, d'avoir un certain nombre de prestations. Je ne vous cache pas que du côté de la presse, et nos confrères de la presse écrite, on en a tous un petit peu parlé, on a trouvé cette venue un petit peu surréaliste. Pourquoi ? Parce que pas de conférence de presse, pas de rencontre officielle sous la forme, je sais pas moi, d'une réunion publique, par exemple. Alors vous allez me dire, on peut peut-être changer les façons de travailler. Elle n'est pas restée très longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est un nouveau mode de communication de sa part et un nouveau type de campagne électorale ? Non, aller sur le terrain, c'est important. Faire des grandes réunions publiques, évidemment, elle en fait et elle en fera pendant la campagne présidentielle. Mais je crois que c'est important de venir comme ça dans l'Eure, faire son premier déplacement après les fêtes de fin d'année dans l'Eure. C'était une manière très claire, dans une petite commune de 1000 habitants, d'être aux côtés des Français qui souffrent. Le jour même, je le rappelle, François Fillon, il était à Las Vegas. Voilà. On voit bien qu'il y en a une qui est connectée aux réalités des Français et à leurs difficultés, et puis un autre qui est pas forcément en phase avec les préoccupations du peuple français. Aller à Écouis pour souligner la disparition des services publics dans nos territoires ruraux ou dans les territoires périphériques, c'est évidemment un sujet fondamental, parce que on assiste depuis des années à un désengagement de l'État qui a été sciemment organisé et par la droite et par la gauche, et souvent d'ailleurs ce sont les collectivités locales qui se retrouvent à devoir compenser avec l'argent public local, c'est avec l'argent des impôts locaux, ces lacunes c'est quand de même l'État. mieux que rien. Enfin, oui, c'est mieux part. que rien, mais ça crée évidemment une injustice flagrante, c'est-à-dire il y a ceux qui, dans un certain nombre de grandes villes, bénéficient des services publics par l'État, et puis ceux qui sont obligés de mettre deux fois la main à la poche, une fois avec les impôts nationaux, une fois avec les impôts locaux, pour bénéficier de ces services publics. Donc ça pose un vrai problème. Elle était ensuite, elle a rencontré à Igoville ensuite des maires de communes rurales de Normandie pour évoquer justement cette question-là, qui est une question fondamentale. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait à nouveau une vraie politique d'égalité républicaine qui soit mise en œuvre par l'État et qui assure une qualité de service public partout sur le territoire, aussi bien aux zones rurales qu'en zones urbaines, aussi bien sur le littoral que dans nos campagnes. C'est le minimum que l'on doit aux Français. Alors vous allez me dire, Monsieur Goudet, j'anticipe peut-être une question, où est-ce qu'on trouve l'argent ? Eh bien, il faut à ce moment-là, il y a des gisements d'économie importants en France. Et on demande toujours des sacrifices à nos compatriotes toujours plus importants, de payer plus d'impôts, de travailler plus longtemps. Qu'on commence par faire des économies sur l'immigration qui coûte 80 milliards d'euros par an, sur la fraude sociale qui coûte 20 milliards d'euros par an, sur la fraude fiscale qui en coûte 30 milliards, sur l'Union européenne qui nous coûte 8 milliards d'euros par an. On pourra retrouver des marges budgétaires et on pourra les mettre au service de l'intérêt général, c'est-à-dire des Français. Alors, il y a une grande différence entre la façon dont M. Le Pen, le père, lorsqu'il s'est quand même présenté 5 fois à l'élection présidentielle, présentait j'allais dire un programme qui était quand même plus proche de préoccupations liées en particulier à l'immigration, mais pas seulement, et le programme de sa fille, Madame Le Pen, dont on peut dire par rapport à son père qu'elle veut véritablement le pouvoir, avec un programme économique, vous venez d'en parler à l'instant, et on a parfois l'impression, je dis bien parfois, qu'il y a une dichotomie entre la façon dont, j'allais dire, le message qui est envoyé par Madame Le Pen est perçu par les gens, et deuxièmement, les résultats électoraux qui sont plutôt bons, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et pour ça, je vous propose justement d'aller à la rencontre de personnes qui vont s'exprimer
Guillaume par rapport à Marine Le Pen. Ils disent, mais alors franchement, ce qu'ils en pensent, et je vais vous faire réagir juste après. Ce sont des questions qui ont été posées par Mathilde Rioux. La haine, l'intolérance, le racisme, c'est surtout ces militants qui me font très très peur, quoi. Quand on voit un peu sur les réseaux sociaux comment ça se passe... Elle n'est pas forcément moins raciste, mais ça reste pour moi une menace pour la France. Elle est peut-être plus intelligente et argumente de manière différente pour gagner des voix, mais je pense qu'elle est tout aussi dangereuse que Jean-Marie Le Pen. Elle est plus raisonnable que son père. Elle n'a jamais dit, disons, les mots extrémistes que son papa a prononcés, notamment sur les camps de concentration. Ça a été très choquant. Elle peut rallier beaucoup plus de monde que son père. Il y a beaucoup plus de diversité dans ses électeurs. Remettre la France en ordre, oui, je pense qu'on en a vraiment besoin. Parce qu'on a perdu une partie de nos valeurs au niveau du respect, de la discipline. Non, elle ne représente pas le renouveau. Peut-être un renouveau pour son parti, mais pas un renouveau pour la France en tout cas. Ordre, ça fait très totalitaire, ça fait dictature. Bah, c'est très sympa une rose, et puis il y a la baguette qui est derrière, quoi, je veux dire. Waouh. Cette finesse, qui ressemble plus à un dard d'abeille ou de frelon. Ah, ça en rappelle plus au frelon qu'à l'abeille, ouais. Voilà, une interview qui ne montre pas que piquant. Alors, je précise, Nicolas Bay, que cette interview a été réalisée, on l'a reconnu, devant la cathédrale de Rouen. Il a été posé la même question, ou les mêmes questions à tout le monde. Personne n'a voulu s'exprimer en faveur de Marine Le Pen. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui étaient en sa faveur. Mais on sent bien qu'ils ont du mal quand même à parler. Et là, tous les gens que vous avez entendus, tous, y compris la dame qui était peut-être un petit peu moins, j'allais dire, dure avec Marine Le Pen, tous étaient plutôt contre elle. Alors, on a bien conscience, ça a été vrai aux élections régionales, c'était vrai surtout aux élections européennes, où vous êtes devenu le premier parti de France, que les gens votent pour vous, mais est-ce qu'ils ont peur de dire qu'ils votent pour vous? Est-ce qu'ils ont peur de s'exprimer? C'est quoi le problème? Non, je crois que le vote Front National, aujourd'hui, il est totalement décomplexé. C'est peut-être plutôt ceux qui votent pour la droite ou la gauche qui ne l'assument pas totalement en raison des échecs des politiques menées précisément par la droite et la gauche. Je crois que les électeurs du Front National, aujourd'hui, ils l'affirment sans complexe. Pourquoi ils le disent pas? Je crois d'abord, je ne suis pas sûr que votre échantillon soit très représentatif, Monsieur Goudet, puisque vous avez fait surtout ce reportage en plein centre de Rouen. C'est peut-être le seul endroit en Normandie où on a encore quelques difficultés à émerger électoralement. Si vous aviez fait ça dans un petit village de Normandie où on fait parfois 50 ou 60% des voix, je pense que les réponses auraient été différentes. Après, moi je ne sous-estime pas la réalité. Il y a aujourd'hui 30% de nos compatriotes qui votent pour le Front National, qui placent leurs espoirs dans la candidature de Marine Le Pen. Il y a donc encore beaucoup de Français qui restent à convaincre et qui ont souvent d'ailleurs une image erronée de ce que nous sommes, qui ont entendu beaucoup de caricatures contre nous, et donc une campagne électorale, c'est aussi l'occasion de les convaincre. Mais je crois que on peut évidemment avoir des doutes sur tel ou tel aspect du projet du Front National, mais je pense que l'honnêteté, c'est d'analyser nos propositions, c'est-à-dire pas la caricature ou l'image qui est envoyée par nos adversaires. Et puis, on peut aussi faire un constat. Le constat, c'est que ceux qui nous accusent de ne pas avoir les compétences, de ne pas, par exemple, avoir des mesures suffisamment abouties dans tous les domaines, ce sont ceux qui, précisément, ont fait la démonstration absolue de leur incompétence en se partageant le pouvoir depuis une trentaine d'années, la droite et la gauche, et en échouant dans absolument tous les domaines. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, François Fillon et Emmanuel Macron, qui aujourd'hui concourent pour obtenir les suffrages des Français, mais leur bilan, c'est quoi? Pour François Fillon, 1 400 000 chômeurs supplémentaires. Pour Emmanuel Macron, 1 100 000 chômeurs supplémentaires. Le désarmement de la France, l'effondrement des moyens des effectifs de la police, de la gendarmerie, des forces armées, qui nous placent en situation de vulnérabilité face à la menace terroriste. Je crois que ces gens-là sont lourdement disqualifiés. Eh bien, je crois que vous le soulignez tout à l'heure, le Front National a changé, c'est vrai. C'est un mouvement qui est arrivé à maturité. On n'est pas un parti, thématique, comme ça a pu être perçu dans le passé. Aujourd'hui, on a un projet, et Marine Le Pen porte un projet qui, dans tous les domaines, est affiné et surtout qui est en phase avec ce qu'attendent les Français. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent plus de protection. Oui. J'ai une question à vous poser. Monsieur Le Pen disait souvent « ni droite ni gauche, Français d'abord ». Alors, bon, les choses ont évolué, il y a eu les maigretistes qui sont intervenus, vous-même vous les avez rejoints à un moment, vous êtes revenus vers le Front National. Et on dit aujourd'hui qu'en fait le Front National, en quelque sorte, capte l'attention à droite, oui, voire à l'extrême droite, mais également à gauche.
Mais je crois surtout que ce clivage droite-gauche, il est dépassé. Je crois que la droite et la gauche, quand ils sont au pouvoir, ils mènent la même politique. Et ça, c'est ce que ressentent beaucoup de Français. Et en réalité, le vrai clivage, le vrai enjeu, et c'est pour ça que nous nous défendons Donc il faut être à l'extrême ni droite. de droite ni de gauche, non pas du tout. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes des patriotes. Et nous pensons que le vrai enjeu, le vrai débat de la présidentielle, mais au-delà le débat qui concerne la France pour les prochaines années, c'est est-ce que la nation est le moyen de protéger notre économie, d'assurer nos libertés fondamentales, d'assurer notre sécurité, notre intégrité territoriale, ou est-ce que c'est un cadre dépassé? C'est la position exprimée par François Fillon, par Emmanuel Macron, qui eux sont pour un monde totalement ouvert, dérégulé, sans frontières, sans cadre national, avec les marchés qui décident à la place de l'économie réelle et avec les flux migratoires qui aujourd'hui mènent à la catastrophe. Nous défendons la nation. Nous sommes des patriotes tout simplement. Alors, attendez, et je crois que il y a voilà, dans nos électeurs, il y en a qui viennent de la droite, qui ont été déçus par la droite, d'autres qui viennent de la gauche, déçus par la gauche, et ils ont été très nombreux pendant ce quinquennat, et nous, on ne demande pas aux gens d'où ils viennent, on dit simplement que nous voulons défendre la nation française, défendre le peuple français, et non plus avoir une situation d'injustice totale, où on a une toute petite catégorie de bénéficiaires du mondialisme ultralibéral, et puis aussi beaucoup d'immigrés, y compris illégaux, qui sont mieux traités en France que nos propres compatriotes. Alors attendez, vous êtes pour une Europe des nations. Oui. Bon, franchement, l'Europe des nations, ça s'est pas toujours très bien passé. Moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit, vous les jeunes, enfin à l'époque où j'étais jeune évidemment, vous ne connaîtrez pas ce que nous on a connu, c'est-à-dire la peur de la guerre avec nos voisins, en particulier les Allemands. Sincèrement, si tout le monde se referme sur ses frontières, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez Donald Trump, il déclare pas la guerre au Mexique, mais enfin en ce moment les relations sont quand même particulièrement tendues. Le Brexit en Angleterre, il y a beaucoup d'Anglais qui se disent finalement c'est peut-être pas une bonne idée. Monsieur Goudet, dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne telle qu'elle s'est construite, avec la Commission européenne qui décide à la place des pays et des peuples. Ça marche peut-être pas si bien que ça. Bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça n'a pas apporté ni la croissance ni l'emploi, ça a apporté le chômage de masse, la casse sociale, l'insécurité généralisée, l'immigration massive. Et on a vu d'ailleurs les Allemands qui critiquaient les Grecs parce que la gestion de l'État n'était pas bonne, etc. Donc ça n'empêche pas les tensions ou les conflits entre les pays. Nous, ce que nous défendons, c'est pas du tout le rejet de l'Europe. Il y a une amitié entre les peuples européens, et ça c'est une réalité. Et nous y sommes évidemment très attachés. Nous voulons une Europe construite différemment, une Europe qui respecte la souveraineté des nations, avec des coopérations qui sont organisées à l'échelle européenne, des coopérations pays par pays, en fonction de leurs intérêts, chacun gardant la maîtrise de son destin. Vous parlez de Donald Trump, c'est un bon exemple. Il a été élu alors que tout le monde disait qu'il n'avait aucune chance, et quelques mois encore, il faut s'en souvenir, parce que tout le monde pensait que les sondages avaient raison, ils ont eu tort, c'est le peuple américain qui a décidé. Eh bien, Donald Trump, il fait preuve d'un vrai volontarisme politique. Voilà, par exemple, il est conscient qu'il faut protéger l'économie américaine, il a fait sa campagne là-dessus, eh bien, il a affirmé avant même d'être investi que si Toyota, Ford et General Motors créaient des usines pour construire des voitures à destination du marché américain au Mexique, eh bien, il y aurait des droits de douane. Eh bien, immédiatement, ces grands constructeurs automobiles ont décidé de relocaliser leur unité de production sur le territoire américain. Ça, c'est la volonté politique. Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre, ça veut dire qu'on pose le problème et qu'on le résout. Sur l'immigration, c'est une autre bonne remarque. Eh bien, il fait le constat qu'il y a une immigration clandestine qui vient du Mexique, dont les Américains sont les premières victimes. Eh bien, il veut faire en sorte qu'il y ait à nouveau une vraie protection à la frontière. Ça n'empêche pas les échanges internationaux, ça n'empêche pas les échanges commerciaux. Ça permet de décider qui entre et qui n'entre pas. Et s'agissant des produits, s'agissant de l'économie, ça permet aussi éventuellement de mettre des protections douanières quand on a pour éviter la concurrence déloyale. Alors, concrètement, vous arrivez au pouvoir, vous rétablissez des douaniers aux frontières. Mais vous savez, il faut... Non, mais pour être concret. Non, mais très concrètement, c'est des contrôles aux frontières. Vous savez, il y a encore une vingtaine d'années, ça marchait comme ça et ça marchait très bien. Avoir des contrôles aux frontières sur les principaux axes routiers, ferroviaires, ça permet de contrôler qui entre et sur le territoire national. Mais... ce sont des mesures de bon sens qui sont appliquées partout dans le monde. Monsieur Goudet, je vous le signale. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que Schengen, c'est-à-dire la libre circulation à l'intérieur des nations européennes, parce qu'il n'y a jamais eu de volonté de maîtriser nos frontières sud de l'Europe, italienne, espagnole ou grecque, eh bien, ça place la France et les autres pays européens en situation de vulnérabilité totale avec une immigration clandestine. Madame Merkel a voulu faire entrer des esclaves, de la manœuvre à bas coût. Elle a fait entrer 1 500 000 migrants clandestins. Il y en a un certain nombre qui viennent également en France. Et aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que ces immigrés clandestins, eh bien, ils sont logés, y compris dans Normandie, dans des centres de vacances, dans des châteaux ou même dans des HLM, confortablement, alors qu'il y a des Français, et il y en a en Normandie par milliers. Si, c'est une réalité. C'est une réalité. Dans le cadre du plan de relocalisation mis en œuvre ensuite par les préfectures, ils
s'agit bien de les loger dans des endroits confortables, alors qu'il y a des milliers de Français... Ils ne sont pas dans les 4 étoiles. Si, dans des centres de vacances, en l'occurrence, ou dans des HLM. Il y a des Français qui dorment dans leur voiture, monsieur Goudet. Il y a des Français qui dorment dans la rue, et quand il fait très froid, qui meurent. Voilà. Donc il y a une vraie injustice. Excusez-moi, vous faites une différence entre les immigrés, j'allais dire politiques, qui fuient un pays parce qu'ils risquent la mort, et des immigrés, on va dire économiques. Oui. C'est ce que Bernard Cazeneuve lui-même avait reconnu à Calais que plus de 60% de ceux qui étaient présents étaient là pour des raisons économiques, ils ne fuient pas la guerre. Donc ça fait 40% que vous êtes prêts à protéger quand même. Non, c'est même pas ça. L'immense majorité de ceux qui viennent en Europe et qui viennent en France, eh bien, ils ne viennent pas de Syrie et d'Irak, ils viennent pour des motifs économiques, ce sont des clandestins qu'on appelle improprement des réfugiés ou des migrants, et il est évident que nous n'avons pas la capacité à les accueillir. Ceux qui fuient la guerre, nous sommes favorables à organiser des corridors humanitaires dans les pays ou à la périphérie des pays qu'ils fuient. Mais il n'y a aucune raison de les faire venir en France alors qu'on n'a rien à leur offrir, qu'il n'y a pas d'Eldorado européen ou français et qu'on a dans notre pays 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Ça, c'est une attitude qui est totalement irresponsable et qui provoque les morts en Méditerranée, parce que ce discours de François Hollande ou d'Angela Merkel qui consiste à dire venez en Europe, vous serez accueillis, eh bien c'est ce qui pousse beaucoup de gens à engraisser les mafias et les passeurs, à venir en Europe ou à tenter de venir en Europe et parfois à mourir en mer. Donc c'est un discours qui est totalement irresponsable. Le discours de fermeté, c'est le discours le plus juste et le plus humain. Alors, rapidement, l'affaire Fillon, finalement, ça vous choque, ça vous choque pas? Vous savez que l'expression boule puante avait été inventée par le général de Gaulle, lorsque Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit mais on pourrait montrer une photo de M. Mitterrand avec la Francisque, et le général de Gaulle avait dit non. C'était en 1965, pas de campagne électorale avec des boules puantes. Je ne sais pas d'où viennent les boules puantes, mais elles viennent peut-être de la propre famille politique de François Fillon, auquel cas ça montre qu'il n'a pas forcément une grande capacité à rassembler sa famille politique. Par exemple, vous êtes contre des gens de la même famille qui travaillent pour un député, un sénateur Non, mais moi j'ai pas d'avis sur le sujet c'est important. Technique. Non, mais je veux dire par là, je ne connais pas le dossier précis, je ne sais pas si Mme Fillon a réellement travaillé... D'un point de vue moral, est-ce que vous trouvez que c'est bien que des gens de la même famille soient... Je pense que par principe, on doit pouvoir travailler avec tout le monde, y compris avec des membres de sa famille, pour peu que ce soit encadré et que ça corresponde à un travail réel. Et le vrai problème, semble-t-il, mais je parle au conditionnel, c'est que elle bénéficiait d'une rémunération, semble-t-il, assez exorbitante, et que la preuve de ce travail réel n'a pas été apportée. Mais moi, je ne veux pas apporter d'accusation, c'est la justice qui fera son travail. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes poursuivi par le pôle financier qui vous accuse, enfin, je ne dis pas vous personnellement, mais globalement, d'avoir des emplois fictifs au Parlement européen. Nous sommes bien placés pour savoir aussi que la justice, elle peut être instrumentalisée, qu'il y a des persécutions politiques qui ont été organisées, en l'occurrence, dans cette affaire par le Parlement européen, Martin Schulz, le président socialiste du Parlement européen, en lien avec Mme Taubira à l'époque comme ministre de la Justice, pour essayer d'attaquer le Front National, de le mettre en difficulté, alors qu'on est absolument irréprochable, que nos assistants parlementaires travaillent pour les députés, qui les rémunèrent, qui les salarient, et tout ça est parfaitement légal. Mais voilà, je crois que rien ne nous sera épargné dans ce domaine. Le troisième tour de l'élection présidentielle, ce sera probablement celui, enfin les deux tours d'ailleurs en l'occurrence, des législatives. Alors il se trouve qu'en 2002, dans la foulée de la possibilité pour M. Le Pen de se maintenir au deuxième tour de l'élection présidentielle, les résultats du Front National aux législatives ont été élevés. Ça s'est fortement calmé en 2007, c'est reparti en 2012, alors que Mme Le Pen n'était pas qualifiée pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. On va faire un point un peu chiffré, puis après je vous demanderai quelle est votre stratégie dans le cadre de ces législatives. 3 fois plus de voix qu'en 2010. Incontestablement, le score du Front National a progressé dans une Normandie à gauche depuis plus de 15 ans et qui a vu son électorat socialiste basculer vers l'extrême droite. Dans les zones rurales de l'Eure ou de Seine-Maritime, le phénomène s'était déjà constaté. Exemple à Saint-Martin-Bosque, 232 habitants. Le vote FN a progressé de 60% en 5 ans. Le parti de Marine Le Pen parle aux agriculteurs laissés pour compte qui semblent y trouver un espoir. Ce n'est pas un hasard si elle avait choisi le village d'Écouis pour faire sa première sortie de campagne pour dénoncer la disparition des services publics dans les zones les plus reculées. Un abandon que semblent ressentir aussi les habitants des agglomérations. C'est dans les villes que le PS perd le plus de terrain, dans des zones que l'on appelait encore il y a quelques mois des bastions de la gauche. Sotteville-les-Rouen par exemple, le score 4,49% en 2007. Jacques Gaillard cumule plus de 17,68% des suffrages en 2012. Autre exemple à Côte-Bec-en-Caux où le Front National récoltait en 2002 un peu plus de 10% avant de chuter à 4,5% en 2007 et de remonter pour atteindre les plus de 15% en 2012. Même constat à quelques kilomètres seulement au Havre où lors des dernières départementales, le Front National a viré en tête après le premier
premier tour dans les 2e et 4e cantons de la ville. Seule la ville de Rouen résiste. Le Front National a renforcé son ancrage lors des dernières régionales. Son prochain défi, s'imposer autant en ville qu'à la campagne, comme le premier parti de Normandie. Alors voilà, donc ça c'était pour les législatives, on a parlé des régionales, on peut aussi parler des élections municipales. Et vous êtes concerné puisque vous avez été élu à Elbeuf, vous avez eu 6 élus Front National. Bon, il y a eu quand même. Alors vous avez démissionné pour des raisons de cumul de mandats, il y a eu 2 autres démissions, et le maire d'Elbeuf est un petit peu surpris de la façon dont ça se passe, et il ne vous trouve pas très actif. On l'écoute tout de suite. Au-delà des missions, leur présence au conseil municipal ou en commission, ou leur présence physique à Elbeuf-sur-Seine était très aléatoire, voire même insignifiante. Ils avaient des propositions concrètes ? Non, aucune. La première difficulté, c'est qu'effectivement, pour la moitié d'entre eux, ils n'habitaient pas la ville d'Elbeuf. Donc c'est vraiment difficile de s'emparer d'un projet de vie au plus près des habitants quand on n'habite pas la commune pour lequel on a souhaité prendre des responsabilités. Ils ne présentaient aucun projet pour les habitants. Ils votaient contre les budgets sans arrêt systématiquement. Seule présence des élus FN sur la ville, c'est à l'occasion des campagnes électorales. Comment peut-on se revendiquer candidat du peuple quand justement le peuple avec lequel on a pris des engagements, on l'oublie complètement au regard des missions et de la fonction qui était la sienne? Alors, monsieur le député, qu'est-ce que vous avez à répondre à monsieur Mérabé? Je vais répondre que monsieur Mérabé est un petit militant socialiste qui se comporte comme tel. Il est le maire socialiste de la commune d'Elbeuf où nous avons obtenu 36% des voix aux élections municipales. Je pense que lui qui n'avait pas d'opposition jusqu'à maintenant en est évidemment très affecté. Mais la réalité, c'est que nous faisons à Elbeuf comme ailleurs un vrai travail d'opposition. Oui, nous ne votons pas le budget municipal parce que le budget municipal, il est représentatif de choix politiques et que nous contestons ces choix politiques. On est contre le clientélisme de monsieur Mérabé, on est contre le communautarisme, on est contre un certain nombre d'investissements qui ne nous semblent pas forcément opportuns. Nous voulons que l'argent public à Elbeuf, comme partout ailleurs, soit utilisé au service des habitants, au service du plus grand nombre, au service de l'intérêt général. Et puis on veut alléger la fiscalité, le contraire de ce que fait M. Mérabé. Bref, dans tous les domaines, nous sommes en désaccord. Maintenant, mais pourquoi il y a plus que 3 élus sur 6? Je vais vous répondre très simplement. Nous avons eu 6 élus. C'est vrai qu'on arrive à mi-mandat. Ça fait maintenant 3 ans que nos élus travaillent au sein du conseil municipal. Contrairement à ce que dit M. Mérabé, ils sont très assidus. Ils interviennent sur beaucoup de sujets en défendant avec constance nos positions, c'est-à-dire les positions, les engagements que nous avions pris pendant la campagne électorale. Après, il est normal qu'au bout de 3 ans, eh bien, il peut y avoir un renouvellement au sein de l'équipe, et il s'agit de cela. En l'occurrence, les 2 démissions, ce sont une élue qui est partie parce qu'elle déménage, c'est une jeune élue qui déménage assez loin d'Elbeuf, et donc elle sera dans l'impossibilité de continuer à être élue à Elbeuf, et puis une autre qui, là, pour des raisons de santé qui sont parfaitement légitimes et je pense difficilement contestables, eh bien, elles vont être l'une et l'autre remplacées par les élus suivants sur la liste qui sont déjà au travail. Je les ai rencontrés il y a quelques jours et par conséquent le groupe Front National au conseil municipal d'Elbeuf sera toujours aussi dynamique, mais c'est le cas ailleurs. Et ce renouvellement au sein des équipes, c'est assez sain. Ça montre aussi voilà, qu'il y a des nouveaux talents qui émergent, que ça correspond à un développement du Front National. Je rappelle qu'il y a 3 ans, nous n'avions qu'une poignée d'élus à travers la France. Aujourd'hui, on en a 2000. On en a beaucoup en Normandie. Dans les 5 départements normands, nous avons des élus municipaux et ils sont au travail et ils mènent un travail d'opposition. Une opposition, elle est constructive, mais elle est aussi parfois, évidemment, déterminée, intransigeante. Et quand on est face à des maires socialistes qui ont l'habitude de donner une position de monopole, comme c'est le cas sur la rive gauche de Rouen, et qui mènent une politique de clientélisme et de communautarisme absolument scandaleuse, eh bien, on est là pour s'y opposer, et on le fait avec force, avec détermination, conformément au mandat qui nous a été donné par les électeurs. Est-ce que vous allez avoir des problèmes pour constituer, enfin, c'est pas des scrutins de liste, mais pour trouver des candidats pour les élections législatives, compte tenu du fait que, alors vous serez peut-être pas d'accord avec le canard enchaîné, qui dit que vous avez quand même perdu pas mal d'adhérents et que vous avez des problèmes d'argent, par exemple. C'est vous qui devez payer vos déplacements, vos frais, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Enfin, on est en train de constituer le budget de la campagne présidentielle et on a besoin de lever des fonds et les banques françaises ne se comportent pas bien parce qu'il y a un problème démocratique. Elles prêtent à certains candidats et pas à d'autres sur des critères qui ne sont pas clairs. Mais, donc financièrement, c'est difficile. Vous ne protestez pas. On trouvera le financement. Je suis pas inquiet là-dessus. Des candidats. Ensuite, les candidats, il n'y a évidemment aucune difficulté. Je vous le rappelais à l'instant, on a 2000 élus à travers la France, 577 candidats aux législatives. Ça constitue évidemment aucune difficulté. On avait 20 000 candidats aux municipales sur nos listes. On en avait 8 000 aux élections départementales. Nos 577 candidats, leur particularité par rapport à 2012, puisque vous faisiez cette référence, c'est que pour l'immense majorité d'entre eux, ce sont des élus, des cadres très solidement implantés. Ils ont tous été désignés pratiquement. La commission d'investiture en a désigné 520, 530 même, sur 577. Donc on arrive au bout de ce travail-là et ils seront rendus publics prochainement.
Alors, l'élection des députés, c'est une élection nationale, bien évidemment, parce qu'on est élu de la France, même si on est élu dans une région. Globalement, est-ce que vous seriez prêt, malgré tout, et notamment en Normandie, pourquoi pas, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est un euphémisme, à appeler à voter pour un candidat qui n'est pas du Front National, si vous êtes en position de l'aider à franchir ce cap, et dans ce cas-là, à droite ou à gauche? Non, on ne s'inscrit pas dans ces petits jeux politiciens. Ça, c'est la droite et la gauche qui décident les uns au profit des autres pour combattre le Front National. Ils ne savent pas combattre le chômage, ils ne savent pas combattre l'insécurité, ils ne savent pas régler le problème de l'immigration. Par contre, combattre le Front National, ça c'est devenu leur spécialité, leur raison d'être pour garder leur part du gâteau. Nous, on n'est pas là-dedans. On a des candidats du Front National. Dans chacune des circonscriptions normandes, nous serons présents. Je pense que nous serons qualifiés pour le second tour partout. Je pense qu'au niveau électoral qui est le nôtre, c'est pas un scrutin qui vous avantage. Près de 30% des voix. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, c'est pas un scrutin qui vous avantage. C'est vrai, il est d'ailleurs très antidémocratique. Il a été construit pour nous écarter de toute représentation à l'Assemblée nationale, mais au niveau que nous avons atteint désormais, près de 30% des voix, je pense que nous pouvons non seulement gagner beaucoup de circonscriptions, mais en toute hypothèse, être présents au deuxième tour de façon généralisée ou en tout cas très massive. Et puis moi, je crois surtout que Marine Le Pen peut gagner la bataille présidentielle, peut gagner l'élection présidentielle, et il y aura une logique ensuite à ce qu'elle ait une majorité bleu-marine à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nos compatriotes lui donnent une majorité. Moi, je crois qu'on atteint en Normandie comme ailleurs un niveau aujourd'hui très important. La droite et la gauche, ici, ont autant déçu qu'à l'échelle nationale. Et donc, je pense qu'il va y avoir, à l'occasion des législatives de juin, un vrai renouvellement. Nous y sommes prêts. Les candidats qui seront dévoilés dans quelques semaines du Front National dans chacune des circonscriptions de Normandie. Voilà, ce sont des élus bien implantés, des élus municipaux, des élus régionaux qui sont connus des Normands, qui sont à leur côté, au travail en permanence pour défendre un projet résolument alternatif de ce qu'a fait la caste politique au pouvoir dans notre pays. Une toute dernière question. C'est vrai que les législatives sont dépendantes de l'élection présidentielle. Comment pouvez-vous gagner la présidentielle ? Franchement, vous n'avez pas de réserve de voix. Oui, mais vous savez... vous pouvez arriver en tête au premier tour, au deuxième tour, qui est-ce qui va tout à coup dire « je vote pour Madame Le Pen ». Il y a quelques mois, on nous expliquait très sérieusement, les commentateurs, les sondeurs nous disaient Alain Juppé va gagner la présidentielle. Non seulement il va gagner la primaire, mais il va gagner très largement la présidentielle face à Marine Le Pen au deuxième tour. Alain Juppé, il n'a même pas franchi la barre de la primaire. On nous disait il y a quelques mois aussi que les Anglais allaient rester dans l'Union européenne. Le Brexit l'a emporté. On nous disait aussi que Hillary Clinton allait battre Donald Trump à plat de couture. Donald Trump, aujourd'hui, il est président des États-Unis. Donc moi, je suis très confiant. Je pense que les Français, aujourd'hui, ne se laissent pas dicter leur choix par des sondages. Et je pense qu'on assiste en Europe et même dans la société occidentale, d'une manière générale, à un retour des identités, des nations, un retour des peuples, et que dans ce cadre-là, il y a à la fois un rejet très fort de la classe politique, de ceux qui ont échoué. On a vu François Hollande, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy être éjectés en quelque sorte de la vie politique. On voit aujourd'hui François Fillon en grande difficulté. Il est en réalité comptable du bilan 2007-2012 du quinquennat de Nicolas Sarkozy en tant que Premier ministre. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a aucun enthousiasme, aucune adhésion sur son projet, qu'il est très enfermé sociologiquement. Il a mobilisé au moment de la primaire un segment très étroit qui ne correspond pas du tout à la diversité, à la réalité de la France dans son ensemble. Et donc moi, je suis très confiant sur la capacité de Marine Le Pen à représenter une vraie vision pour notre pays d'abord, ce que n'ont pas les autres, et à rassembler les Français, aussi bien de droite que de gauche, qui aujourd'hui n'en peuvent plus de ceux qui les ont trahis, déçus et abandonnés. Merci Monsieur B d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine.